Bonjour. Nous sommes ici sur l'aéroport Menara Marrakech et nous allons faire un petit saut, petit vol jusqu'à la Kodiat Qattara au nord de Marrakech pour voir un petit peu en gros la géologie générale de la région et pouvoir un petit peu voir la colline depuis le dessus. Ça nous permettra plus de voir plus de détails. Et c'est ce que l'on va faire tout de suite, bien sûr. Donc, je désengage le frein de parking et puis je vais partir sans attendre. Bon, l'appareil était configuré déjà. Alors, c'est pas la peine de prendre tout le temps pour démarrer le moteur, etc., les lumières et tout ça. On a eu déjà l'autorisation de l'aéroport pour décoller et c'est ce que l'on va faire tout de suite. À 60 nautiques, on décolle. Bon, on ne va pas suivre toutes les procédures obligatoires, bien sûr. Nous sommes un petit peu libres de faire ce qu'on veut. Et ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, pour les gens qui doivent piloter un avion quelconque autour de l'aéroport. Bon, ils sont maintenus à suivre les consignes, les trajets déjà prédestinés, etc. Et à avertir à chaque fois, pour chaque changement, il faut avertir la tour de contrôle pour vous donner l'autorisation, bien sûr, à faire ce que vous voulez faire. Voilà, donc je vais tourner à droite. Bon, je vais sortir carrément. Je vais tourner à droite là pour essayer de retrouver un petit peu en gros, si on peut dire, quelques repères, si on peut dire. Voilà, quelques repères pour sortir de Marrakech. Bon, bien sûr, vous savez très bien que l'aéroport se trouve à sud-ouest de Marrakech. Donc là, je vais directement un petit peu vers le nord, en 20, 25. Et je vais retrouver ici des repères, quand même, des points repères, parce que les bâtiments ici ne sont pas ceux de Marrakech. Vous savez que les algorithmes de Flight Simulator, c'est-à-dire logiciel par lequel on vole maintenant, ils retapent un petit peu les bâtiments pour qu'ils soient en 3D, etc. Ça fait plus beau, c'est vrai. Mais réellement, c'est pas vraiment ça. Voilà, ce que réellement, c'est comme ça. Il y a quand même ces deux collines, ça existe. Et on a la route à côté, ça existe. Les routes sont bien en place. Ben, tout le relief, il est bien en place, plus les routes. Donc ça, c'est les deux collines. Il y a même une petite troisième ici, ce qu'on appelle Jbel Guilis. Bon, ils sont datés du Dévonien. Bon, ils sont datés du Dévonien. Et bien sûr, je vais tout de suite suivre la route de gauche parce que c'est celle de Safi. Comme vous pouvez voir ici, c'est la route. Là, c'est la faculté des sciences quelque part ici. Vous avez la route de Safi, ça c'est le rond-point. Et là, la route ici, c'est vers Casa. Ici, c'est vers Safi Jadida. Voilà, donc je vais suivre quand même celle de Safi. Bon, il faut que je remonte mes flaps. Voilà, ces petites extensions de l'aile ici, ça retarde l'avion, ça permet d'augmenter la portance, surtout au décollage, mais là maintenant ça retarde carrément. Donc là, j'ai dit que je suis en train de suivre la route qui va vers Safi. Donc ça, si
sortez de Marrakech. Ok, donc on va changer la fréquence pour ne pas... Voilà, donc là, c'est la route. Bon, si vous vous rappelez, bien sûr, là, c'est, si vous le savez, ça c'est le rond-point difficile à faire parce qu'il y a plein de monde. Et là, il faut toujours attendre vraiment beaucoup de temps pour traverser dans un sens ou dans un autre. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir? Bon, il y a le Tinsift, bien sûr, ça c'est la rivière, là où il y a de la verdure, ça c'est le Tinsift. Et on aura un pont juste là, sur Tinsift. Là, c'est la station d'épuration des eaux usées, pas plus ou moins expérimentale, parce que c'est pas vraiment toutes les eaux usées de Marrakech qui sont si vous voulez filtrer ici, c'est quand même, mais c'est pas vraiment une bonne chose parce que ça dégage quand même des odeurs désagréables. Là, c'est l'ancienne décharge. Vous voyez que c'est... Mais elle a été réhabilitée quand même. Il y a un programme de plantation des arbres, etc. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà, nous sommes toujours, nous dirigeons vers le nord-ouest. Bon, ce que l'on peut voir aussi, regardez à gauche, c'est les méandres de l'Oued Tinsift. Vous voyez, c'est de très belles méandres quand même, tracées par l'Oued. Vous savez que l'Oued, il va changer de méandre à chaque fois, pas chaque année, mais selon les crues, selon le débit, etc., il y a toujours, ça change. Donc c'est quand même des méandres très bien dessinés ici par le tracé de l'Oued actuel. Bon, nous sommes bien sûr dans un avion, donc on ne peut pas prendre un déjeuner de purée de fèves, la bissara avec de l'huile d'olive et un verre de thé. Ça, on ne peut pas le faire. C'est tout ce qui va nous manquer, bien sûr. Sinon, le reste, on voit très bien la route, c'est beaucoup mieux, je pense, parce qu'on voit beaucoup plus de paysages, beaucoup plus de détails. Là, c'est la ville de Tamansourt, la nouvelle ville de Tamansourt, bien sûr. Elle a été créée pour, dernièrement, cette dernière décennie, pour dégonfler Marrakech, pour diminuer la pression, bien sûr, sur Marrakech, la ville et les entourages immédiats. C'était une bonne chose, mais apparemment, c'est encore une ville presque inactive. On ne se sent pas qu'il y a une activité ou une vie dans la ville. Ça, c'est vraiment mauvais. Je ne sais pas, il faut que les autorités cherchent un petit peu un moyen d'activer la vie, d'injecter la vie carrément dans cette ville. Bon, sinon, pour nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de visiter un petit peu une montagne qui n'est pas très loin d'ici. Bon, on ne peut pas faire des kilomètres. C'est à 20 km, disons 25 km de Marrakech. Donc nous sommes presque dessus ou presque arrivés. C'est pour ça que je vais m'arrêter un petit moment ici, là où je suis, à 3000 pieds, 3100 pieds. Puisque je suis en position de voir un petit peu l'essentiel. Oui. Bon, l'essentiel ici, c'est que nous venons de Marrakech, la ville qui est derrière. Et ça, c'est la plaine du Haous. Vous savez très bien. La rivière Tinsift, l'Oued Tinsift, qui va rassembler et collecter toutes les rivières qui vont
arrivé depuis la montagne là au fond, c'est-à-dire les hautes montagnes du Haut Atlas. Le Haut Atlas, bien sûr, c'est 3000, 4000 mètres. Vous savez que Toubkal ici, quelque part, il culmine à 4167 mètres. Exactement quelque part ici. Bon, et puis les autres, c'est 3000, 4000, donc c'est vraiment très haut. On a visité ça, on a fait des coupes, etc. Vous pouvez les voir sur les autres vidéos. Alors, en ce qui concerne la géologie atlasique, si vous voulez, quelque chose un petit peu qui peut être dans le cadre. Sinon, donc, le reste, c'est la plaine du Haouz, le Tensift. Et là, lorsque vous traversez le Tensift, vous trouvez les petites montagnes qu'on appelle les Djebilet. Djebilet, en arabe, Djebilet, c'est-à-dire les petites montagnes. Parce que comparé à celle-ci, n'a rien à voir, bien sûr. Ici, c'est à peine 1000 mètres, 1100 mètres quelque part, et à peine 1100 quelque part ici. Donc là, c'est les Djebilet. Et en fait, là, dans les Djebilet ont les détails géologiquement trois grandes parties. La partie orientale, constituée essentiellement par ce qu'on appelle la série de Kharouba. Cette série de Kharouba, c'est daté du Viséen supérieur, c'est-à-dire Carbonifère inférieur, et on y trouve des sédiments, un bassin, si vous voulez, Carbonifère Viséen supérieur, formé par des turbidites, des flysch, des matériaux grossiers quand même, parfois grossiers, qui n'est pas affecté par une grande déformation. Ça, c'est essentiel. Alors que on y trouve aussi des nappes, c'est-à-dire des terrains antéviséens, c'est-à-dire datés avant le Viséen, c'est de l'Ordovicien, silurien, dévonien, essentiellement, et qui composent des gros blocs, vraiment de très très méga blocs, plusieurs kilomètres, qui ont glissé, voilà, c'est une nappe de glissement, qui pourrait avoir glissé sur un bassin turbiditique ou marin carbonifère. Donc c'est comme ça qu'on explique la présence de ces matériaux anciens sur du matériau récent. Donc là, c'est les Djebilet orientales. Dans les Djebilet orientales, ou au moins dans leur partie pratiquement de notre côté ici occidental, on trouve un pluton granitique, c'est-à-dire vraiment une masse granitique énorme qu'on appelle le granit ou si vous voulez, granodiorite. On appelle ça granodiorite ou granit de Ouled Ouesslam. Ok. Tout autour de cette masse granitique ici enterrée, c'est ce qui va laisser tout ce qui est blanc. Ce sont les sables. En fait, ce sont des sables qui proviennent de l'altération de l'ancien granit. Mais les granites, elles existent toujours. Partout où il y a des amas, ou c'est-à-dire ça affleure, bien sûr, à la surface, le granit, il est bien là. Mais il y a beaucoup d'altérations, bien sûr, des sables. C'est l'arène granitique. Et tout autour, vous avez ce qu'on appelle une cornéenne ou une roche métamorphique qui était à l'origine une roche sédimentaire. Ce sont des roches sédimentaires, mais qui ont été affectées par le métamorphisme de contact. Étant donné que le granit dans les profondeurs, quand il était mis, bien sûr, dans les profondeurs, était chaud, donc il a fini par cuire, il a remonté la température des quelques mètres, des dizaines de mètres, si vous voulez, immédiatement, collé aux masses granitiques. Bien sûr, ça a chauffé, ça a cuit carrément ces roches qui vont changer. Et le métamorphisme, bien sûr, ce sont des transformations de la roche à l'état solide, bien sûr. Donc c'est la cornéenne du granit de Ouled Ouesslam. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? On a
cette série dans laquelle nous sommes actuellement. C'est une série plutôt plus sombre, mais plutôt plus chisteuse, qu'on appelle les schistes de Sarlef. Sarlef, c'est la montagne que vous voyez ici. Elle a l'allure d'un volcan, mais c'est pas vraiment un volcan, c'est tout simplement une montagne schisteuse. Donc là, c'est le Sarlef, la grande montagne que vous avez ici. Et le nom de la série porte le nom de, si vous voulez, de cette montagne, puisque c'est un repère quand même à l'échelle régionale. Donc là, la série du Sarlef, elle est surtout schisteuse, elle contient des schistes qui ne sont pas aussi profondes du point de vue génétique, si on peut dire. Ils ne sont pas générés dans des milieux très profonds, ils sont beaucoup moins profonds que les flysch de Kharouba. Mais parfois même, c'est dit que ce sont des milieux anoxiques, marins, peu profonds, avec des passages parfois calcaires, bioclastiques, etc. Mais surtout beaucoup de schistes, beaucoup de shales. Et ce qui caractérise la série c'est-à-dire les schistes de Sarlef, cette série ici, c'est surtout la déformation. C'est une série qui a subi un métamorphisme régional et un métamorphisme de contact. Les deux à la fois, successifs. Et puis, surtout, c'est une série qui contient des injections volcaniques et magmatiques en général. Donc, des injections magmatiques, soit acides, soit basiques, forme de cils, de dike, de filons, etc. Donc, c'est même des petits plutons, petites intrusions magmatiques comme celle que l'on va visiter tout de suite. Donc là, c'est ce qui caractérise la série schiste de Sarlef, c'est la déformation, le métamorphisme et bien sûr le magmatisme bimodal, acide et basique, bien sûr. Bon, tout autour, vers l'ouest, pas tout autour, mais vers l'ouest, lorsque on va dépasser l'ouest Sift à peu près, on va trouver une autre série, c'est celle qui va composer les Jbilettes occidentales, parce que là, ce sont les Jbilettes centrales. Les Jbilettes orientales, c'est la série de Kharouba. Et là, c'est la série occidentale, composée essentiellement par des masses de roches combro-doviciennes, globalement, qui ne sont pas, il n'y a pas de magmatisme, bien sûr, il n'y a pas d'injection magmatique à l'intérieur, et c'est surtout par des failles. Il n'y a pas de schistosité, il n'y a pas de métamorphisme, donc c'est surtout de grandes failles, parfois décrochantes, parfois même un petit peu chevauchantes. C'est la série de Bougader. La série de Bougader, c'est la série occidentale que l'on considère, pour certains auteurs, pour presque la totalité, on la considère beaucoup plus, si on veut dire, un petit peu autochtone, beaucoup plus que les autres. Et dire, est-ce que c'est pas autochtone? Oui, mais il y a beaucoup de choses ici qui sont discutables, bien sûr. On a déjà la série des nappes dans le Jbilat oriental, mais on a aussi des calcaires qui sont toujours discutables. C'est le calcaire de Texim, quelque part ici, etc. Donc il y a des cisaillements et des chevauchements, bien sûr. Donc ça pousse à, disons, à imaginer que ce sont des roches qui pourraient ne pas être vraiment entièrement, disons, autochtones, quoi. Voilà. Et on a, bien sûr, on vient de le dire, les Koudiettes Giliz, là. Ce sont des olistolites, c'est-à-dire des gros blocs qui ont glissé dans un bassin, gros blocs formés par des terrains anciens,
qui vont s'installer sur un terrain plus récent. Et là, ça pousse toujours à dire que les choses ont largement quand même contribué à cette instabilité générale du Carbonifère, au moins à ce niveau ici, des bassins carbonifères. Voilà, donc si l'on peut voir ça voilà, si on peut voir ça sur la carte, c'est ce que je viens de dire. Ici, vous avez les Spilett orientales avec toujours le visin supérieur, le granit ici de Ouled Ouaslem, et tout autour, c'est la cornéenne. La cornéenne, c'est ces roches métamorphiques immédiatement collées sur le Pluton. Et puis, on a les les nappes des Spilett orientales composées par des terrains ordoviciens, siluriens, dévoniens. Bon, c'est ce que vous voyez ici. Et ça peut aller très loin, bien sûr. Et même à Marrakech, regardez, les Jebel Guilis ici. C'est les petites caudiettes que l'on vient de voir. Voilà. À Marrakech, Guilis. Voilà, donc là, donc ça c'est les Spilett orientales. Et puis les Spilett centrales, c'est ça, avec un magmatisme et une déformation, une schistosité, bien sûr, je n'ai pas beaucoup insisté tout à l'heure. Bon, la schistosité présente, bien sûr, un petit peu méridienne. Les masses soit basiques ici, mafiques, soit acides ici, rouges. Donc, c'est ce qui caractérise. Et puis beaucoup de dikes, beaucoup de filons, etc. Il y a toute une déformation liée. Et puis le métamorphisme, bien sûr, parce que là, ça ne se voit pas, mais il y a des régions où il y a beaucoup de métamorphisme qu'on peut trouver, des minéraux de métamorphisme, etc. Donc ça, c'est ce qui caractérise la série de Sarlef, les schistes de Sarlef, si vous voulez, les métapélites. Et puis, la région occidentale, c'est la série de Bougader, ça c'est le Jebel Bougader, et c'est essentiellement de combre ordovicien ou de l'ordovicien. On peut trouver du westphalo-permien, bien sûr, ça c'est après l'orogenèse hercynienne. Ça c'est, bien sûr, c'est post-orogenèse hercynienne. Donc le westphalo-permien qui est déposé ici à ce niveau, c'est comme un petit peu le Trias quand on avait discuté ici, le Trias. Regardez, il y a quand même ce Trias. Ça, c'est après l'orogenèse hercynienne. Donc on avait discuté la présence de ce Trias ici, cette grande faille qui pourrait être en rapport avec le séisme, etc., les grandes failles de l'Atlas, etc. Bon, il y a une vidéo à ce propos dans cette même chaîne. Donc là, nous sommes ici. Regardez, nous sommes à peu près quelque part ici. Et on va visiter cette masse de gabbro. Voilà, c'est bien du gabbro quelque part ici. Voilà, on s'en va. Voilà, on est presque arrivé. Vous avez ici l'autoroute. Bon, ça c'est le relais de l'autoroute de Agadir vers l'ouest et Casa un petit peu vers l'est, nord-est, donc Agadir vers le sud-ouest. Là, c'est le relais vers l'autoroute, bien sûr, qui va continuer vers Casa, à ma droite. Et nous,
Bien sûr, on traverse ici par un pont, sur un pont, et on continue vers Safi El Jadida. Parce que cette route, c'est bien la route de Safi, mais en même temps El Jadida. Bon, ça va se bifurquer, bien sûr, au kilomètre 44, juste au fond, ici. Voilà le Sarlef qui nous accompagne toujours ici sur le fond. Nous sommes presque arrivés à cette intrusion magmatique que l'on appelle le gabbro de Qattara. Mais juste à côté, bien sûr, il y a bien ce qui est célèbre, c'est surtout la mine de Qattara et pas le gabbro de Qattara. Le gabbro de Qattara, c'est connu par les géologues. Mais la mine de Qattara, c'est connu par le monde entier, ou presque, parce que c'est une mine qui a fonctionné depuis les années 30 jusqu'à 1982. Et c'est à la base de la pyrrhotite, si vous voulez, et surtout pour l'extraction, enfin la production de l'acide sulfurique au Maroc, dans les Maroc chimie, Maroc phosphore, etc. Donc sur l'Atlantique, bien sûr, à Safi, entre Safi et Souria. Donc là, les extractions se font ici dans la mine jusqu'à 1982 où ça a fermé comme ça brutalement et c'était très sévère pour les familles ici des mineurs, pour les mineurs, parce que c'était une ville qui vivait carrément de la mine et autour de la mine. Donc ça, c'était une vraie crise carrément et une vraie catastrophe pour ces gens. C'était la mort tout simplement. Bon, c'est des millions de tonnes bien sûr qui ont été extraits de la mine. Voici la mine. Je m'arrête ici et commencer par regarder. Là c'est Qattara, c'est bien Qattara, Qattara, tout ça c'est la ville tout autour de la mine bien sûr. Et la mine c'est ça, donc la mine c'est quelque part ici. Là c'est le chapeau de fer, bien sûr, témoin d'une injection presque verticale de pyrrhotite, si vous voulez. Mais les déblais, ça c'est le problème qui est laissé par la mine. Donc après la fermeture, tout ça c'est resté en place. Donc les rejets solides de la mine sont restés ici. Ce que vous voyez ici, c'est le soufre, c'est l'ocre, c'est le soufre et c'est des matières sulfurées bien sûr. Et donc ça dégage déjà de mauvaises odeurs. Lorsque il pleut, bien sûr, ça peut acidifier les eaux énormément parce que vous avez l'oued Qattara qui passe juste à côté et vous avez la nappe phréatique, etc. Donc il y a plein de problèmes ici liés à l'existence de ces rejets sulfurés tout autour de l'ancienne mine de Qattara. Bien sûr, il y a un programme des Marocains avec les Canadiens, je pense, pour trouver une solution à cette pollution qui est là depuis 30 ans, 28 ans, parce que depuis 1982, ça s'est arrêté. Et tout ça, c'est resté en place et il est toujours en place. Et c'est pas seulement en place, mais il libère bien sûr des acides et des produits toxiques ici dans la nappe phréatique et tout autour.
dans le sol aussi. Voilà, et encore plus, lorsqu'il fait très chaud, oh, vous ne pouvez pas passer à côté parce que ça sent du soufre, uniquement que du soufre. Et lorsque les vents sont violents, bah, ils emportent ça vers les maisons. Et là, c'est vraiment c'est nocif pour la santé publique, bien sûr. Voilà, donc ça c'est Qtara. Bah, espérons qu'il trouve quand même un moyen pour couvrir tout ça. Ah, il y a une bonne idée, c'est-à-dire de les couvrir par des déblais ou par les rejets stériles des phosphates. Parce que ça, c'est calcaire, ça peut plus ou moins neutraliser, si vous voulez, l'acidité des produits sulfurés ici. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Les roches sont bien en place là. Bon, voici notre gabbro de Qtara. Donc le gabbro de Qtara, il est là. Bon, on va distinguer deux parties ici. Il y a une partie, si vous voulez, stratifiée. On va pas dire stratifiée, mais schistosée, si vous voulez. Tout au moins lithifiée. Donc dans laquelle on peut voir une certaine lithification, une certaine stratification. C'est la partie, si vous voulez, encaissant, ce qu'on appelle l'encaissant. Et une partie qui est massive, regardez, massive, qui n'est pas stratifiée. Et c'est bien le gabbro. Donc là, la masse, bien sûr, on peut la voir de cette manière. On a les masses gabbroïques ici qui ne sont pas stratifiées, qui sont massives. Et il y a les masses ici stratifiées, schistosées, comme vous voulez. C'est bien la schistosité parfois qui apparaît et non pas la stratification. C'est la schistosité et non pas la stratification qui apparaît. Bon, si je vous donne un exemple que j'ai retenu ici même, voilà ce qu'on va voir. C'est des schistes. Regardez, ces schistes. Bon, on a mesuré 1,40 m avec un léger, enfin, quand même un pondage très fort, presque vertical, je dirais presque vertical. Donc, c'est des schistes. C'est ça ce que l'on va voir. Parfois, ces schistes peuvent être, voilà, encore des schistes. C'est les mêmes. Mais parfois, lorsque on se rapproche un tout petit peu, on a ces schistes qui deviennent plus ou moins c'est pas le même matériel qui est schistosé. On dirait que c'est le gabbro qui est schistosé. Donc la schistosité passe pratiquement dans la masse gabbroïque. Là, c'est encore des schistes. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas ce que vous voyez, c'est pas automatiquement les les schistes, et à un certain moment la schistosité passe carrément dans le matériel gabbroïque, c'est-à-dire à ce niveau ici. On revient ici, voilà. Si je prends une photo là, bon, on va essayer de prendre une photo. Lorsque l'on avance un tout petit peu, ici, voilà. Là, je vais vous montrer exactement l'image. Bon, j'ai pas... voilà. Là, montrer jusqu'à la fin. Et puis, on va revenir un petit peu à au départ. Voilà, ici, c'est exactement l'endroit que je vous ai montré. Nous sommes au début de ce talweg qui va continuer le long ici, vers l'est. Ce que l'on peut voir d'ici, voilà, c'est la mine. C'est la mine d'ici, on peut voir le chapeau de fer à ce niveau et les rejets jaunes, ocre,
que vous voyez ici, ce sont les rejets solides de la mine et bien sûr à continuité du chapeau de fer. Voilà, ça c'est visible à ce niveau. Bon, la continuité des jubilettes centrales, bien sûr. Voilà, ça. Ce que l'on peut voir ici, c'est déjà des gabbros plus ou moins parfois sombres, parce que j'ai vu il y a en deux faciès de gabbros. Ça, on va en parler tout de suite. Deux faciès de gabbros, un faciès qui est plutôt leuco-gabbro, c'est-à-dire un faciès blanc. Ça, c'est le faciès leuco-gabbro, leuco comme blanc. Donc, le gabbro blanc, faciès blanc. Et puis, il y a un autre quelque part après. Donc, ça, c'est toujours le leuco-gabbro. De très près, ici, le leuco-gabbro. Vous voyez des grains quand même grossiers de plagioclase. Et voici, bon, les leuco-gabbros, ça peut être altéré parfois à la surface, ça donne un petit peu quelque chose de rouge, ferrugineux, quoi. Donc ça donne cette teinte un petit peu rouge-marron. C'est du fer qui est oxydé certainement. Les éléments ferrugineux sont oxydés en hématite. Vous avez des plagioclases là, très allongées. Bon, et là, c'est toujours cette altération. Et puis vous avez un faciès sombre. Un faciès sombre qui pourrait être des ferlites, si on peut dire, ou des péridontites. On a à la loupe, on a observé quand même des reliquats d'olivine. Il y a des clinopyroxènes, il y a d'autres éléments, bien sûr, à l'intérieur, et puis des feldspaths, des plagioclases. Mais c'est quand même faciès sombre. On peut dire que c'est un gabbro à olivine. On peut appeler ça un gabbro à olivine. Il y a le faciès blanchâtre, plutôt leuco-gabbro, que vous pouvez voir ici dans les éléments, même au ras du sol, dans la rivière. Voilà, voici ce que c'est un leuco-gabbro. Voilà. Et depuis ici, je peux en parler. Vous avez un encaissant. L'encaissant, c'est quand même des tufs. Ce sont des tuffites ou des tufs avec même ce qu'on peut appeler des cinérites. C'est-à-dire que l'encaissant, regardez, ça c'est un très bon exemple ici. Regardez, ça. Un très bon exemple de ce qu'on peut appeler des cinérites ou encore des tuffites, tout simplement. Donc les gens parlent de tuffites. Mais dans le détail, c'est quand même des cendres volcaniques resédimentées par un courant dans un milieu marin. Et là, vous trouvez un niveau, un intervalle très riche en matériaux silicatés. Ce sont des cendres volcaniques essentiellement. Et puis là, c'est des niveaux plutôt sombres avec des matériaux plutôt argileux. Et voilà, du shell, des argiles, etc. Donc c'est quand même moins siliceux que le niveau blanchâtre. Donc vous voyez que ces niveaux de cendres volcaniques peuvent venir comme ça, d'une façon alterne, et ça va donner une roche qu'on appelle des tuffites, si vous voulez. Bon, parfois ça peut se manifester par des événements carrément, c'est-à-dire que la base de la couche, on trouve des figures de courant et ça finit par des matériaux argileux, comme un petit peu des séquences turbidiques, mais parfois c'est bien des intervalles dans lesquels il n'y a pas vraiment d'ordre. Il n'y a pas vraiment d'ordre, et on se sent que ce sont des
événements qui viennent et qui déposent des intervalles plus ou moins siliceux et alternativement plus ou moins argileux. Donc ça c'est l'encaissant. Je parle ici de l'encaissant et pas du gabbro. Le gabbro, on en distingue les deux faciès, soit un leucogabbro, c'est celui-ci juste là, voilà, soit un faciès noir, regardez même il est juste à côté, mais surtout il est là, des péridotites, pas des dunites, c'est pas des dunites, mais péridotites, comme en général, des verlites, on peut appeler ça des verlites. Bon, ça demande bien sûr des lames minces, faire des lames minces. Moi je dirais pas plus, tout ce que je dirais c'est quand même l'encaissant de l'autre côté, il contient des tuphites ou des tufs volcaniques ou des cinérites. Les cinérites c'est des cendres volcaniques déposées sous forme de couches dans un milieu marin ou lacustre, mais ici c'est bien marin bien sûr. Bon, c'est bien marin. Marin qui n'était pas très profond, on l'avait dit tout à fait au départ. Voilà, donc je n'insiste pas trop, pas plus. Les verlites, si vous voulez, ce faciès sombre, on a trouvé ça dans ce faciès sombre. Je pense que ça existe, ça doit exister aussi dans le faciès clair. Mais c'est surtout une altération en boule comme ça. C'est une altération en boule, on peut dire une desquamation. C'est une sorte des écailles qui vont prendre naissance au fur et à mesure dans l'aspect concentrique autour du noyau de la boule. Et ces écailles vont bien sûr se détacher au fur et à mesure. Donc c'est un système d'altération en boule. Donc ça c'est, je l'ai remarqué surtout dans le faciès sombre ici, c'est-à-dire dans le verlite. La même chose, regardez, c'est concentrique. Voilà. Encore une fois, il y a un autre phénomène, et ça va nous ramener au phénomène pourquoi on a deux faciès blanc et noir. Regardez ici, vous avez quand même un litage qui apparaît. Ça c'est le faciès noir, c'est le faciès sombre, le verlite. Et bon, verlite entre parenthèses. Moi il faut toujours chercher plus de précision à travers les lames minces. Et bien sûr, c'est une affaire de chercheur. Moi, je ne fais pas de la recherche là-dessus. Donc, je laisse ça, je dis exactement les choses en général. Et je laisse aux chercheurs de préciser, de raffiner un petit peu les choses. Bon, là, c'est uniquement ce système de litage qui apparaît ici. Donc, ce système de litage, c'est dans ces péridotites. Et ça peut nous ramener ou nous permettre aussi de comprendre que les deux faciès péridotites et leucogabbro peuvent provenir de la différenciation du même magma. C'est-à-dire le même magma, la même composition initiale va subir une certaine différenciation au cours du refroidissement. Et vous avez donc la formation d'un niveau qui est beaucoup plus riche en olivine et en ferromagnésiens. Et ça va donner ce niveau-là sombre. Et un autre niveau supérieur, beaucoup plus riche, plutôt moins riche en ferromagnésiens, plus riche en silice et en feldspath, et bien sûr. Et c'est ce qui va donner les leucogranites, les leucogabbro au sommet. C'est-à-dire qu'on va imaginer que dans la chambre magmatique, il y a bien ce faciès qui sera même stratifié, entre parenthèses. C'est les péridotites à la base. Et puis le faciès leucogabbro vers
le sommet. Bon, pour terminer ici sur ces photos, on a vu aussi, il y a un filon ici un filon acide, blanchâtre. Quand on voit ici, on va voir que ces parois sont vraiment figées, donc cette bordure figée, il n'y a que un verre blanc, c'est-à-dire de la lave blanche. Il n'y a pas vraiment de minéraux apparents sur ces niveaux. Mais lorsque je cherche à l'intérieur, ici au centre, il y a une structure microcrenue quand même, filonienne. Donc c'est un microgranite. Je pense que j'ai vu, c'est un microgranite tout simplement, mais surtout visible ici dans la partie médiane de ce filon nord 40, je pense. Nord 40. Je pense. Donc, toujours, je laisse. Il y a des chercheurs qui font beaucoup de travaux ici, là-dessus. Ils passent beaucoup de temps à raffiner les données, à prendre les données, à prendre beaucoup plus de temps pour voir et préciser bien sûr la terminologie utilisée et les explications, les genèses et la mise en forme et la mise en place de ces masses rocheuses. Voilà. Nous, on vous rapproche ici l'image et il y a bien de la bibliographie dans laquelle il y a pas mal de choses à savoir sur sur le gabbro de Guettara. Regardez le faciès sombre. Ça, c'est le faciès sombre, bien sûr. Ça, c'est vraiment le faciès sombre. Ça se voit de loin. Et c'est bien un faciès sombre. Un gabbro à olivine. Voilà, donc là, je vais revenir à mon appareil. Voilà, on va revenir à l'appareil pour faire... Bon, avant de revenir à l'appareil, on va faire une petite remarque là. Regardez. Voilà. Regardez ça. C'est le souk. Le souk, c'est le marché en arabe. Donc, ça, c'est le souk. Et pourquoi? Parce qu'il y a plein de voitures, de véhicules, de camions, de camionnettes, etc. tout autour de ce marché. C'est là où il y a du commerce ici. Et tout autour, bien sûr, il y a des véhicules, des commerçants, des clients, etc. Donc, ça, c'est le souk. Et ça doit être l'image, la photo satellite qui a servi pour ce fond a été certainement prise un vendredi. Pourquoi? Parce que on connaît ici le souk du vendredi de Guettara. C'est le souk de Jemaat Qtara. Donc là, c'est bien un vendredi. Ça ne peut être qu'un vendredi parce que le souk est bien plein par des gens, des commerçants et des clients. Voilà, donc là, c'est bien une photo qui a été prise un vendredi vers midi, plein jour. Voilà, je fais une visite ici tout autour. On remarque ici, regardez la stratification. Là, ça passe pratiquement ici. On voit très bien la différence entre ce qui est massif et ce qui est plus ou moins stratifié. Donc plus ou moins stratifié, plus ou moins lithifié, stratifié, ça c'est les tufs et les tuffites dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'encaissant. Donc je vais faire un tour. Voilà, c'est
quand même étendue ici. Donc c'est pas, ça ne se limite pas à cette première petite montagne, mais c'est étendu ici vers l'est ou le nord-est. On a un oued ici et on a les métapélites, parfois des cinérites, des tuphites bien visibles. J'ai eu l'occasion de voir ça dans un talweg quelque part ici, avec certains collègues. Voilà, donc ça c'est l'extension pratiquement orientale de la masse gabbroïque. On va faire le tour pour la voir de l'autre côté. Il y a au centre, ça affleure quand même, il y a certains clips à l'intérieur de cette masse, clip de l'encaissant qui ressort à l'intérieur de la masse. Bon, je préfère voir ça de côté. Voilà. Donc là, on voit très bien la différence. Regardez. La différence, je vais en parallèle. La différence entre l'encaissant et le gabbro à droite. Le gabbro massif à droite, l'encaissant plus ou moins schistosé et schisteux à gauche, là. Vous voyez, c'est bien visible. Donc vous avez cette masse qui se met dans un encaissant. Donc, vous avez bien vu de l'autre côté comment il fait et de ce côté-là. Donc vous avez une masse gabbroïque qui repose sur un matériel schisteux de nature schisteuse, cinérites, des tuphites, des métapélites, bien sûr. Donc ça c'est bien visible. Donc vous avez les schistes et vous avez le matériau ici qui sont massifs et le matériel qui est plutôt schisteux. Vous voyez, voilà, ça descend. On voit très bien jusqu'ici la différence entre les gabbros et les schistes. On peut redescendre. Voilà, nous sommes pratiquement revenus à notre emplacement de départ. Malheureusement, on est, je sais pas comment je me suis laissé quand même monter. C'est pas grave. On peut faire un petit tour ici sur la mine d'Ortara. Voilà, donc je m'arrête encore une fois ici et on voit bien l'ensemble. Je pense qu'on avait fait une petite coupe représentative de l'ensemble parce que là ici c'est la masse schistosée qui apparaît ici. C'est la masse schistosée, c'est-à-dire la masse de l'encaissant qui réapparaît au centre de cette colline. Voilà, donc, et si je fais une coupe, je sais pas, on va faire un petit tour ici sur Tara, puis on va revenir pour faire une petite coupe représentative de l'ensemble. Voilà, donc ça c'est bien le village Qattara. Là c'est les mines ou la mine. Ce sont les puits ici, deux puits principaux, puits 1 et puits 2 je pense.
Ah, si je me rappelle bien, j'ai visité Tara plusieurs fois, mais oui, puis un, puis deux, c'est là. Ça, c'est les installations de la mine, tout à fait, bien sûr. Mais tout autour, vous avez des rejets, des dépôts, plus ou moins en rapport avec soit le stockage, soit des produits stériles, tout simplement. Et ça, c'est, regardez ce qui est jaune là, c'est l'ocre. Ça, c'est le chapeau de fer qui a été exploité au départ, parce qu'on avait exploité essentiellement ça au départ. Pendant la colonisation, c'était uniquement pour l'ocre. Et après, bon, la pyrrhotine et l'acide sulfurique, etc., sont venus après. Voilà. Donc si l'on fait un tout petit peu une recomposition de tout l'ensemble, bah, je sais pas, il y a déjà, moi, bah, si l'on prend cette photo comme ça, bon, c'est pas. Si on prend cette photo comme ça, je fais un... Je sais pas, je fais quand même une coupe. Je fais un profil. Je fais un profil ici. Et là, qu'est-ce que je dois faire sur le profil? Bon, ce que je peux faire, c'est déjà un petit... Je fais une coupe ici, synthétique. Donc il faut bien savoir ce que je fais. C'est une coupe synthétique qui va me permettre de donner d'abord là, c'est... Ah, je veux faire ça comme ça. Ça, ce sont bien les roches déformées. Ok. Puis, par-dessus ces roches déformées et schistosées aussi, parce qu'il y a la schistosité qui va affecter l'ensemble. Ça, puis là, je ne sais pas. Et là, je ne sais pas. Vous voyez? Donc je vais faire ici le gabbro. Donc hypothétiquement, vous avez ici
la, les faciès. Bon, imaginez ça, c'est pas toujours le cas, bien sûr. On peut imaginer ça, c'est-à-dire que les faciès de gabbro à olivine vont plutôt être beaucoup plus abondants vers la base du gabbro. Donc on va trouver plus de faciès à olivine, alors que les faciès beaucoup plus, disons, locaux gabbro vont se trouver vers le sommet. Tout à fait dans la partie médiane. On a la partie de la route, à côté de la route, et on remonte quand même sur des faciès. On a trouvé un faciès sombre tout à fait près de la route, on se souvient. Puis on a monté, on trouvait des faciès un petit peu locaux gabbro. Puis on a trouvé l'encaissant. On n'a pas dépassé, nous, on n'a pas dépassé cette zone. Mais bien sûr, il y a l'autre zone qui apparaît beaucoup plus importante et avec un étendue beaucoup plus grand et surtout une hauteur beaucoup plus grande que l'endroit que l'on a vu à côté de la route. Donc ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas une cheminée enfin, à la base de celle-là ou à la base de celle-là, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, si on peut dire qu'il y a une différenciation magmatique, c'est-à-dire que le fond de la chambre magmatique sera essentiellement réservé au verlite ou encore gabbro à olivine, et puis au sommet, on aura l'occasion de trouver les locaux gabbro faciès blancs. Okay? Donc c'est ce que l'on avait fait ici. On a établi notre coupe à la base de cette hypothèse. C'est pour ça que j'ai dit coupe hypothétique de Ktara, bien sûr. Donc c'est à vous de voir dans la bibliographie, bien sûr, les différentes études, bien sûr. Ça vous poussera à voir les différentes études qui ont été faites par les chercheurs pour raffiner plus cette hypothèse. Voilà. Bon, je m'arrête ici, donc je m'arrête ici. Moi, je vais essayer de revenir, bien sûr, à Marrakech. Pour ici, pour là, cette vidéo était réservée essentiellement à la discussion des faciès géologiques des jubilettes centrales, surtout le gabbro de Ktara. Voilà, merci, au revoir et bonne journée.